Ok, c'est parti, bienvenue sur le podcast Méditation. On se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir Eric Rébière, qui va nous parler de tous ses accomplissements dans le surf, le jiu-jitsu brésilien. C'est vraiment un précurseur dans le surf de grosses vagues. Il a un sacré parcours et je suis vraiment content de pouvoir discuter de tout ça avec lui. Salut Eric, comment ça va? Salut, salut. Et voilà, je suis franco-brésilien pour tout le monde que Mhm. se demande par rapport à mon accent. C'est parce que j'ai grandi au Brésil et à l'âge de 18 ans, j'ai bougé en France. Yes, yes. Et justement, sur ça, est-ce qu'on peut revenir sur les débuts, justement, et notamment de comment toi, tu as commencé le surf et le jiu-jitsu brésilien? En fait, quand j'étais au Brésil, une des premières maisons qu'on avait à ce petit village de pêcheurs au nord de Rio, la maison était placée sur la plage. Mais quand je dis Mhm. sur la plage, c'est la marée haute, les vagues tapaient la porte de la maison. La porte du Ok. jardin, elle est ouverte sous le sable. Hmm. Et j'ai pas vraiment commencé par le surf. On a commencé à jouer avec les planches, planches de boogie, planches de... C'est la planche de mousse qu'on avait avant. Là. J'ai 46 ans. Avant, les planches de mousse, c'était pas comme les planches de mousse d'aujourd'hui. De Hmm. l'école, c'était les planches de mousse comme les caisses qu'on a de boissons. Tu vois, les caisses de boissons que tu mets de boissons froides. Ouais, ouais, ouais. Le matériel, c'était celui-là. Alors, Comme j'allais jouer. les glacières, là. Ouais, c'était, en fait, les planches de mousse, c'était ce même Hmm. matériel. Et de là, j'ai pas mal commencé à plonger aussi. Alors, la plupart des sports que je faisais, c'était des sports dans l'eau parce qu'on on n'avait pas la télé. Et Hmm. comme ma maison, elle était, voilà, dans l'eau de mer. Et j'étais tout petit, j'avais 4 ans, j'allais faire les choses dans l'eau. De Yes. là, à vraiment commencer à surfer professionnellement, c'était un peu avec le flow. Hmm. Et le jiu-jitsu, le premier de ma famille à commencer le jiu-jitsu, c'était mon cousin. Il était à la génération d'après les percusseurs de Grace. Tu vois, la première génération de Grace, c'était voilà, Helio Grace, Carlos Grace, tous ces gonzes. Il y avait Hmm. la deuxième génération, que c'était ses enfants. Et de l'autre sens de Carlos Grace, tu vois, les enfants de Helio Grace, mais de l'autre sens, il y avait les élèves de Carson Grace. Et mon cousin, il était ceinture noire d'un mec qui s'appelle Cresio. C'était ceinture noire de Carson Grace. Oh. Et j'étais jeune, il avait ouvert un tatami au Brésil, mais je parle de 96 peut-être, 85, c'était il y a longtemps. Mais dès que j'ai commencé à suivre le circuit mondial professionnel, mon cousin m'a plus laissé m'entraîner. Il m'a dit non, c'est trop dangereux, Hmm. tu commences de faire des résultats professionnels, tu peux pas faire les deux sports. Hmm. Hmm. C'est compréhensible, Et ouais, j'ai ouais, ouais. repris le jiu-jitsu quand j'avais fini ma carrière professionnelle, il y a à peu près 15 ans, la carrière professionnelle des petites vagues. Et c'était D'accord, quand ouais, j'ai ouais. commencé vraiment à mettre toute mon énergie aux grosses vagues. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Et donc si on revient un petit peu justement sur ta carrière professionnelle de surfeur, et notamment sur deux événements marquants, peut-être c'était deux victoires là en championnat d'Europe en 2000 et 2002, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, Dis-nous un petit peu comment tu t'es préparé à ça, comment on se prépare pour pouvoir faire une performance de ce niveau-là. Euh, je pense qu'à mon époque, c'était un peu plus dur qu'au jour d'aujourd'hui, parce que comme tout le monde a vu qu'il y a vraiment un chemin professionnel à faire, il y a pas mal de parents que t'aident, et quand les parents t'aident à suivre une carrière professionnelle et ton stabilité, surtout émotionnelle, est beaucoup plus facile. Moi, je Mhm. suis venu en Europe tout seul.
Mon père, c'est le français de la famille. Ma mère, elle est brésilienne. Et moi, j'ai bougé tout seul en France à l'âge de 18 ans avec 1000 $ dans la poche. Chaud, Parce waouh. que j'avais un deal avec mon père. Et je lui ai dit, Hmm. je vais un an, si j'arrive pas à faire surfeur professionnel, je rentre et je fais l'université. Et j'arrête le surf. Alors pour moi, toute cette question-là émotionnelle était un poil plus facile parce que où j'y faisais des résultats, ou j'allais rentrer pour faire l'université, j'allais arrêter le sport. Alors, quand je suis arrivé en Europe, j'avais trop l'envie. Ouais. Mais ça, justement, tu as réussi à transformer ça vraiment en une envie, une motivation très forte. Ça t'a pas trop mis la pression aussi, t'était pas trop de pression à gérer de te dire, ben voilà, j'ai un an, c'est ma dernière chance, quoi. Il faut dire que j'étais pas le Brésilien qui est venu en France sans papier, qui était de famille pauvre, qui devait Mhm. vraiment bosser pour sauver. C'était un peu, j'étais de classe moyenne, tu vois. Mon père, il me donnait une bonne stabilité. Je savais que si ça allait pas marcher dans le sport, il y avait encore la possibilité de faire mon université. Ok. Et ma volonté était parce que je voulais pas faire le deuxième chemin, pas parce que Mhm. j'avais qu'un chemin. Et Ouais. je vois pas mal de Brésiliens de potes à moi qu'ils ont qu'un chemin, qu'ils Mhm. viennent en Europe et c'est un chemin où ils font, surtout dans le jiu-jitsu. Et là, je suis chez Ouais. Anderson Pereira en Suisse. On Mhm. aide avec notre équipe ICOM BJJ des Mhm. projets sociaux au Brésil. Et Mhm. pour moi, c'est une des choses les plus jolies qu'on fait parce que c'est vraiment des gens que euh, viennent. Mhm. Léo, Oui. Mhm. pardon, il y a mon bébé qui vient d'interrompre un Mhm. peu, mais bon, on suit. Et je disais que voilà, on a vraiment les gens qui viennent d'un secteur social que ils ont qu'un chemin, que c'est le chemin de la lutte du jiu-jitsu. Mhm. Et il y a pas mal de gens en Europe, comme moi, comme Anderson, comme Zé, comme plusieurs d'autres. Je me rappelle plus combien on est qu'on aide dans ce projet, Mhm. mais on leur donne une voix. Ils n'ont pas de Mhm. deuxième voix. C'est Mhm. pas que j'ai fait le jiu-jitsu et sinon, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être, voilà, ils vont bosser dans la construction. Voilà, il y a quelques d'autres projets comme ça. Mais Mhm. c'était pas du tout moi. Alors, quand tu m'as demandé qui c'était ta préparation, j'avais déjà pas mal bossé dans ma partie technique au Brésil. J'avais déjà quelques titres amateurs et j'avais cette envie de faire de ma vie cette profession. Mais Et- aujourd'hui, ce que je ferais différent et que j'ai vu que j'avais pas fait avant, c'est tout ce côté physique. Ok. Parce que j'ai 46 ans et je m'entraîne beaucoup plus physiquement au jour Mhm. d'aujourd'hui, à 46 ans, pour se faire des vagues gigantesques, que Ouais. à 20 ans. Et je À me suis l'époque, rendu. c'était quoi? Juste tous les jours dans l'eau, surf, et puis la partie préparation physique, vraiment, conditionnement était pas présente, quoi. Ma génération était tous fans de Kelly Slater. Tu vois, Kelly Slater, Mhm. c'était le numéro Mhm. un à l'époque, même au jour d'aujourd'hui, mais bon, il y en a plusieurs d'autres au jour d'aujourd'hui. Et Kelly disait que la seule chose que tu devais faire, c'est surfer toute la journée. Et moi, je suis pas d'accord. Mhm. Mhm. Lui, peut-être il avait un corps pour ça, et il avait sa technique pour ça. Au jour d'aujourd'hui, je pense que si les vagues sont moyennes, si tu te sens pas motivé, il faut que tu mets une partie de ta semaine au côté physique. Ouais. Avec l'âge, j'ai vu que plusieurs problèmes que j'en avais dans mes genoux est venu parce que j'ai pas fait l'anticipation de voir des jambes plein costauds. Mhm. Et à l'époque, la seule erreur que j'ai fait, c'est ça. Ouais. Moi, j'en ai ouvert la voie. En fait, je suis venu, j'avais les doubles passeports, j'ai commencé à faire toute ma carrière par la France. Et moi, j'étais le Mhm. premier Français à se qualifier aussi au circuit mondial. Et Mhm. c'était, j'ai enchaîné plusieurs années de bons résultats. J'étais plusieurs fois champion d'Europe, comme tu avais dit. Après, juste après, je me suis qualifié, j'étais au CT. Tu vois, j'ai enchaîné. Ouais, Et t'as eu beaucoup de titres. ouais, j'avais 23 ans, non, j'étais à 21, 22, 23. Mhm. Très jeune, pas de support de la famille. Quand j'ai commencé à faire beaucoup de résultats, quand je devais vraiment foncer beaucoup plus dans les résultats, j'ai un peu ramolli. Et c'est ça que je pense que c'est la différence aujourd'hui. Les gens sont jeunes, ils ont le support, ils ont les parents, ils ont tout. Non, 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 tu ramollis pas. Là, tu as Ouais, il y a 10 des ans. structures, il y a même Exactement. des pôles France, Ouais, pôle espoir.
Moi, j'avais le pôle Camping. va surfer, le pôle pont à planche va surfer, c'était mon pôle. Et, Yeah. mais j'avais l'envie, ça c'est sûr, Hmm, j'avais très hmm, envie. hmm. Et j'avais un envie de faire les résultats et j'avais ce deal avec mon père. Ah, mon père, il, on avait un deal d'homme. Tu vois, mon deal avec lui, Mhm. c'était, Monsieur, moi, j'ai confiance en toi. Il y a toute la famille qui est derrière moi qui me dit, c'est une erreur. Parce que j'étais hyper jeune. J'ai fini le bac, j'avais 16 ans. J'ai fini le bac au Brésil. Normalement, tu finis le bac à 18 ans. J'avais fini le bac 2 ans avant tout le monde. Hmm. Et la famille dit non, c'est pas possible qu'un mec comme ça qui finit le bac 2 ans avant tout le monde, tu vas le mettre dans le sport, dans un sport qui est l'image à mon époque, c'était un sport de mecs qui fument de l'herbe. Des hippies, quoi. Hippie, quoi. C'était le sport. Toi, ton Ah ouais, ouais. éducation, tu vas casser Hmm. la carrière de professionnelle de ton fils. Ouais. Et il a dit tout, non, 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 j'ai un deal. Il me dit, c'est ça. Et moi, j'ai toujours fait les deals avec mon père de vraiment assumer comme un homme. Tu vois, ok, j'ai mon deal. Et bien sûr que j'avais des amis qui sont venus, qui m'ont dit vraiment, voilà, t'es en Europe, faut pas que tu déconcentres avec les filles. J'étais un peu Hmm. trop Mhm. latino lover quand je suis arrivé. Alors, ils m'ont dû donner des bons conseils. T'es pas là pour sortir à la centrale et faire la soirée, hein. T'es là pour faire des Hmm. résultats et être champion. Et t'avais Et, donné ta parole à ton père alors. Tu lui avais il y donné a, ta parole en lui ouais, disant ouais, je vais tout ouais. faire, je vais vraiment donner le meilleur de moi-même pour y arriver, quoi. C'était vraiment, voilà, je sais que ma mère et tout le monde t'a été pas content, alors je vais donner de mon mieux. Et, Hmm. ça a très bien marché. Bon, j'avais une très bonne relation avec mon père par rapport à la partie culturelle aussi, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de lectures chez lui. Ouais, mon père, Mhm. peut-être il y a plus de 15 000 livres chez lui. C'est un mec qui est hyper Wow. culte, qui connaît toutes les cultures au monde. Si tu Hmm. t'assois au jour d'aujourd'hui avec lui pour parler de toutes ces guerres qu'il y a au jour d'aujourd'hui, tu vois, d'Israël et de Ukraine, il te Hmm. sort la anticipation de tous ces problèmes maintenant de la Deuxième Guerre mondiale qu'on connaît tous. Il sort Hmm. de l'époque de Christ. Ah, ça veut dire, non, mais les groupes sociaux de l'époque de Christ, tu vois, les Palestiniens, de ça et ça et ça, ils ont fait ça. Je dis, non, mais ça. Hmm. Il Et a quand une j'ai commencé connaissance à énorme. voyager pour faire le circuit mondial, à chaque fois que je passais par le circuit mondial au Brésil, ils me donnaient un livre, plusieurs livres. Et alors, Yes, la ok. grosse différence que j'avais entre moi et tous les autres mecs, c'est qu'il m'a toujours un peu mis la partie culturelle avec la lecture et le côté sport. Ouais, et ça, cette partie intellectuelle, culturelle, elle t'a, en quoi elle t'a aidé? C'est-à-dire qu'elle t'ouvrait l'esprit sur d'autres choses? C'est des choses que t'as réutilisées dans ta carrière de surfeur? Comment ça t'a aidé concrètement, ça? Je pense qu'il m'a aidé au côté concentration, parce que quand tu lis, il faut Mhm. beaucoup de concentration. Ouais, Hein. c'est Et vrai. moi, j'étais pas le plus fort de ma génération. Du côté du Brésil, il y avait des gens beaucoup plus forts que moi. Du côté de l'Europe, on avait des réunionnais comme Maurice Le Texier, comme Fedor Robin, euh, et même en France, des gens qui venaient d'arriver du Maroc, par exemple, comme Mickey Picon, ou du Brésil, comme Patrick Vieira. Il y avait des gens hyper doués. Moi, je pense Mhm. pas que j'étais le plus doué de ma génération, mais il y avait cette lecture de la mer qui, elle était, je sais pas si c'est par rapport à la lecture, comment j'ai appris le surf, mais j'avais une super concentration pour rester des heures à lire l'océan et anticiper qu'est-ce qu'il allait faire les vagues. Et Hmm. j'étais super doué pour ça. Surtout en Europe, qui a un énorme changement de marée. Hein. On a entre 3 et 4 mètres de changement de marée. Ça veut dire que si tu n'as pas la concentration pour bien regarder, tu es capable de rentrer dans un endroit pour s'asseoir, pour attendre ta vague et ça va jamais casser une bonne vague. Et moi, j'avais toute cette anticipation de concentration et j'étais capable de m'asseoir au bon endroit et choper les meilleures vagues de la série. Et moi, je pense que Yes. j'étais le plus fort par rapport à ça. Après, avec Hmm. la lutte, elle m'a pas mal aidé aussi. Parce que
Le jiu-jitsu, c'est pas comme le surf, non? Et on a quelques moments de concentration. Il y a pas mal de paix, non? Quand tu regardes l'océan, des fois, il t'amène pas beaucoup de vagues. Et donc, Mhm. il t'amène pas mal de vagues par rapport à les séries, hein. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens dans ton podcast qui sont surfeurs, mais bon. Il y en a, Euh, ouais, ouais. les, les, euh, les vagues dans la mer, c'est par série. Et voilà, Mhm. les tempêtes sont loin. Et plus il y a une tempête loin, plus c'est espacé la quantité des vagues, ça arrive. Attends, tu as le temps de réfléchir. Le Mhm. jiu-jitsu, si tu réfléchis trop, tu as déjà un Ouais. étranglement dans ton dos, là. Mhm. Et Mhm. c'est des petites concentrations. Et alors, ce côté de concentration, euh, euh, c'est par rapport à comment tu surfes la vague, tu ramènes dans la lutte. Et le côté de lecture, tout ça, c'est le côté de regarder la mer longtemps. Le regarder des heures et Mhm. des heures et des heures la mer, qu'est-ce que ça va arriver? Moi, je me rappelle, avant les compétitions, c'est ma série, c'était, on est, imagine, on est lundi. C'est ma série, était le mercredi, le jeudi et le vendredi, de rester des heures et des heures et des heures les jours avant pour regarder qu'est-ce qu'il allait les faire, les vagues, dans ma série, dans 3 4 jours qu'ils allaient venir sur la plage. Mhm. Et rester sur la plage, ok. Voilà, la marée exacte de ma série, ça va être celle-là. Ça veut dire que demain, 1 heure de plus pour le changement de marée, ça va être, imagine, c'est ma série le vendredi, c'est à 3 heures de l'après-midi, 3 jours avant la bonne marée, tu vois, la même marée, c'est midi, non? Je sais que la marée change à chaque heure quand tu Mhm. passes les jours. Le midi des 3 jours avant, j'étais là, à 1 heure le jour après, j'étais là, à 2 heures le jour d'après, j'étais là, je regardais 1 heure avant, 1 heure après. Je savais tout ce qui Mhm. allait se passer par rapport à la marée, je regardais. Ça veut dire Ouais, ça, que, c'était ta préparation en anticipation, donc ouais, de savoir dans quel type de vague et de marée t'allais t'embarquer, quoi. je crois que ça, c'était le moment où j'étais le plus fort. Ouais. Et pour revenir sur la concentration, parce que, en effet, pendant le combat de jiu-jitsu brésilien, bon, t'as pas le temps de te déconcentrer et tout ça. Mais ce que je vois avec les combattants, combattantes que j'accompagne en préparation mentale, c'est toute l'attente avant le combat. Où là, ta concentration, elle peut aller dans tous les sens, tes pensées, ils peuvent aller dans tous les sens, un peu comme quand t'attends la vague, tu vois, sur le surf. Et donc toi, comment tu gérais ces moments d'attente justement pour rester focus, pour rester concentré et être prêt à saisir l'opportunité quand elle se présente, quoi. Ouais, voilà, il y a plusieurs façons de le faire, non? Il y a des gens qui ont tellement de talent qu'ils Mhm. n'ont pas besoin de consécration parce qu'ils Ouais. ils, ils- ils savent que euh, au moment arrivé, ils sont très forts. Moi, quand j'avais des gens comme ça dans ma série, j'ai cherché vraiment, j'ai analysé mes adversaires aussi, non? Je Mhm. pense que dans le jiu-jitsu, c'est un peu plus facile pour analyser ses adversaires parce que tu as tous les combats et le Mhm. jeu des gens, c'est un peu pareil. Ouais. Mais dans le surf, tu peux, si un peu. Ouais, le mec, il est plus fort en train de faire une certaine manœuvre en frontside, en backside, qu'est-ce qu'il va chercher dans sa série. Et là, il y avait cette anticipation par rapport au surfeur. Si j'avais anticipé que au bon moment dans la marée, il allait faire beaucoup plus de gauche que de droite, et je savais que mon adversaire était beaucoup plus fort en gauche ou en droite, j'allais me positionner pour essayer de prendre les meilleures vagues dans le domaine qui était le meilleur. Ouais. Dans le C'est fou ce que jiu-jitsu, tu dis. C'est vraiment l'art de la guerre là aussi, quoi. ah oui, dans le jiu-jitsu, c'est un peu pareil. Si je sais que le mec Mhm. il va te choper sur la garde, il va t'amener à la garde, tu le fais, tu le chopes toi avant lui la garde, lui, il va sortir de son jeu. Hein? Mhm. Je sais qu'il Mhm. tu vas le faire passer ta garde, non faire sa garde. Mais dans le Mhm. surf, c'était un peu comme ça aussi. Après, il y avait des mecs extraordinaires que c'était très dur d'avoir une stratégie, comme Kelly, Mhm. comme d'autres mecs. Voilà, les mecs, ils étaient tellement forts que des fois, tu pouvais prendre les meilleures vagues dans la série que les mecs même prenaient une Mhm. vague un peu de mauvaise qualité, ils faisaient des énormes scores. Ouais. Et par Ouais. rapport à Ouais. la concentration avant, moi, j'étais pas trop social. Mais Mhm. j'étais de ce mec qui était en musique, qui était loin, qui voulait pas trop parler. Et Solitaire. ouais, il y a plusieurs mecs qui sont comme ça, mais il y a des gens qui sont pas comme ça, qui sont le stress,
il gère en train de parler aux gens, tu vois, être Faire plus. le clown même Ouais, parfois, faire des ouais, blagues. ouais. Moi, j'étais pas du tout comme ça. Moi, j'étais hyper concentré, j'étais loin, j'étais dans mon. Dans ta bulle, quoi. Ouais. Hmm. Quand Ok. il faut se connaître, en fait. Les Ouais. sportifs, il faut quelques coachs pour les Mhm. décisions. Ouais, voilà, je pense à faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Mais il faut dire que le meilleur coach, c'est toi-même. Parce que toi, il faut que tu te connaisses. Si tu te connais pas, t'as pas la confiance en toi-même, tu vas pas loin. Hmm. Ouais, comme tu dis, bien se connaître, bien comprendre comment je fonctionne pour pouvoir me mettre dans les meilleures dispositions, quoi. Toi, c'était te Ouais. mettre dans ta bulle, dans ta bulle de concentration, quoi, avant les compétitions. Ouais. Hmm. Et ça, c'était par rapport à faire des résultats. Quand tu commences à faire des vagues gigantesques, c'est pas seulement par rapport aux résultats, c'est que t'as pas confiance, tu peux vraiment euh, tomber sur une session de la vague, elle peut vraiment te tuer. Alors, tu Ouais. imagines la concentration, si t'as pas confiance en toi, tu te mets dans une Ouais. zone que. Ouais. Ça, je Et- voulais y venir justement, le surf de grosse vague, où là, il n'y a pas que la performance, donc j'essaye d'être le plus concentré pour faire la plus belle figure, avoir le plus beau score. Il y a vraiment la question du danger et du risque que tu prends. Donc t'as pas d'autre choix que d'être concentré. Euh, justement, toi, dans la transition que tu as fait du surf circuit pro au surf de grosse vague, sur ben, comment tu gères le stress, le risque, le danger qui est lié à cette discipline-là, quoi. il y a une chose que c'est pareil, il y a une chose que c'est pas du tout la même. C'est le côté physique, c'est pas du tout le même. Non, quand je fais des compétitions des petites vagues, ou même des combats de dessous, c'est des petits temps. Hein. Le surf, c'est 20-25 minutes, les combats, c'est 5 à 10 minutes, ça dépend de ta ceinture, mais Hmm. c'est pas long. Mhm. Quand tu fais des grosses vagues, c'est longtemps. Donc, C'est-à-dire, tu pars pendant combien de temps en session, quoi? ouais, des fois, on se réveille à 4h30 du matin et la session est finie à 4h de l'après-midi. Ouais. C'est toute la journée. Mhm. C'est Mhm. des heures, des heures, des heures dans l'eau. Alors, le côté physique, il change complètement. C'est plutôt dans un marathon que dans Ouais. une explosion Mhm. de temps. Tu n'as pas le côté explosif, tu as le côté marathon, le côté résistance. Mhm. Après, le mental, c'est le même. Quand on a Ouais. parlé du côté technique, ça veut dire que euh, c'est en fin de série. Tu as besoin de faire un gros score. Et c'est une compétition de petites vagues. Si tu n'as pas confiance en toi et tu as besoin de score, tu vas tomber, tu vas pas faire la manœuvre qu'il te faut pour vraiment réussir à faire le score. Et du côté de grosses vagues, ça veut dire que si le mec te met sur une vague gigantesque et t'as pas la confiance de vraiment euh, comment utiliser le bon mot de euh, mettre ta technique contre le monstre. Comment je vais Hmm. expliquer ça? C'est Euh, dompter la vague, quoi. je, la vague, c'est comme un taureau. Tu vois, quand le Mhm. mec est sur le taureau, Le c'est la, rodéo, ouais. voilà, Mhm. c'est la technique qui fait que lui, il n'a pas peur du taureau et qu'il va pas tomber. C'est que la technique. Ok, la Mais confiance en toi, en gros, elle vient de ta technique, quoi. le Si taureau, t'es il est beaucoup plus confiant. fort que lui. Mhm. Mhm. La vague, elle est beaucoup plus forte que moi. Ouais, Si j'ai ouais, pas ouais. la confiance sur ma technique, sur ma résistance, sur mon physique, mais vraiment surfer ce taureau, il faut même pas y aller. Ouais, Parce que le ok. taureau, il va te casser. C'est sûr. Hmm. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il est tellement fort, si tu mets sur une vague, la vague, elle est très lente au départ, mais dès qu'elle commence à casser, elle va hyper vite. Ça Hmm. veut dire que si tu n'as pas la confiance d'aller à l'intérieur de la vague et vraiment explorer le plus creux de la vague, d'une vague gigantesque, et surfer ce creux et aller beaucoup plus vite que la vague avec toute ta confiance, elle va réussir à te choper. Dès que Hmm. tu pars un peu plus en épaule, et que tu as un peu peur, à un moment donné, elle te waouh. Donc, Et dans ce que tu dis, en fait, il n'y a pas de place à l'hésitation. pas du tout. Et c'est pas que Hmm. l'hésitation, c'est l'hésitation, mais il faut vraiment que tu as la lecture et que tu mets
les gens pouvaient dire, ouais, tu te mets plus en danger parce que tu étais plus à l'intérieur. Mais c'est pas du tout comme ça. C'est que ma lecture et ma technique m'a dit que si j'allais pas à l'intérieur, j'allais pas choper la pente. Et quand tu chopes pas la pente, t'es un poil plus long que la vague. Et Hmm. si t'es un poil plus long que la vague, Elle te rattrape. oui. Ok. Et, mais donc toi, comment t'as développé cette confiance en toi? Comment t'as développé ce mental qui t'a permis d'être performant, que ça soit sur le surf de petites vagues dans le circuit professionnel, que ça soit après dans le surf de grosses vagues? Comment t'as fait pour développer ces qualités mentales, la concentration, confiance en soi, gestion du stress, des émotions, pour pouvoir performer aussi longtemps, quoi, et à aussi haut niveau? Là aussi, il y a quelques différences. Je pense que la compétition de petites vagues, euh, c'est les séries, c'est ta concentration, c'est ton anticipation, c'est la confiance sur ta technique. Et après, sur les grosses vagues, comme au départ, on est des pionniers, non? Moi, j'étais pionnier sur plusieurs grosses vagues dans l'Europe. Et Mhm, ça veut dire que je vais surfer la vague et personne n'avait surfé avant. mhm, Ça veut dire que c'est beaucoup plus dangereux. Il y avait un côté, je sais pas si le mot c'est un côté un peu folle, parce on était préparés et on mhm. avait confiance en nous, mais on avait un côté de, ok, je vais le faire, j'ai pas peur et voilà. Et ce Prise de côté-là, risque, quoi. Ouais. qu'on appelle à Hawaï, c'était le go for it. Donc, go for it à Hawaï, ça veut dire que il y a deux personnes dans ce monde, que c'est, il y a quelque chose, ça va venir vers toi, et que tu l'as jamais fait. Il y a les Mhm, gens que vont avoir peur, ils vont pas faire du tout. mhm, Il y a des gens qui pour moi sont plus psycho. C'est les gens que ils ont pas peur de tout et peut-être ils vont même mettre sa vie en danger pour le faire et voilà. Il y a des mhm. gens entre les deux. Ils ont peur, mais ils savent maîtriser la peur. Ils vont pas faire le fou s'ils savent qu'il y a vraiment ce côté de danger s'ils passent une limite. Et moi, je suis comme ça, je suis entre les deux. Ouais. Tu vois, j'ai eu le danger, j'ai vu le danger, je sais qu'est-ce que c'est les limites du danger, surtout quand tu t'entraînes pas. Mais à un moment donné, tu il faut que tu passes cette étape-là. Non, non, non. Et ça, c'est par rapport à tout dans la vie, en fait. Mais Mhm, c'est un entrepreneur. Euh, voilà, c'est dans le monde du jiu-jitsu, tout ça. Tu as une académie, tu veux grandir, tu as plusieurs académies, des fois, tu veux pas dépenser l'argent. Hein. mhm. Il y a des gens qui vont risquer pour pouvoir grandir, des gens qui vont pas risquer du tout. Il y a plusieurs trucs dans le côté professionnel des gens, c'est comme ça. Ouais. Non, mais c'est Euh, clair. Faut tenter sa chance, j'ai envie de dire. Hmm. tu as la chance que tu as un côté de danger derrière, des fois les gens Ouais. ont peur. Ben Ça ouais, veut ouais. dire que ou tu es capable de le faire ou tu pas. Mais en même temps, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que les gens, ils voient les sportifs des sports extrêmes un peu comme des fous qui font des folies et tout ça. Alors que moi, quand je suis pas dans le milieu vraiment, mais j'en ai côtoyé, j'ai parlé avec certains, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont pas fous, c'est-à-dire qui sont entraînés, qui sont préparés, qui ont tout maîtrisé, tu vois, qui ils se lancent pas non plus dans le danger comme ça, juste voilà, je fais des folies. C'est des gens qui préparent toutes leurs expéditions, tu vois, qui sont ultra préparés à ce qu'ils vont faire, quoi. Beaucoup d'anticipation, beaucoup d'entraînement, beaucoup de sang-froid. Le Hmm. sang-froid, pour moi, c'est la réponse de tout ce que tu peux faire. Hein. Voilà. Euh, Et comment j'ai tu le, fais pour garder ce sang-froid là, justement? Quand tu es dans des conditions Là, pour ceux peut-être qui savent pas, on parle de Nazaré, de Bellara, c'est des vagues qui font jusqu'à 20 mètres, ouais, plus, le record de Nazareth, c'est 26 mètres. Peut-être on a 26 battu le mètres. record cette année à 28. Hmm. Voilà, Euh, on euh, parle de ça. alors, qu'est-ce que c'est le sang-froid? Par rapport aux gens qui font du jiu-jitsu, Mhm. euh, le mec te met dans une position que tu sais que tu peux pas sortir. À un moment donné, il faut que t'attends, non? T'attends, t'as le sang-froid d'attendre pour voir ouais, Hmm. quand je sais que je fais le contre-attaque. Mais quand tu passes dans le domaine de la mer, que c'est pas un adversaire, là, c'est des conditions que tu peux pas vraiment combattre. La Mhm. seule chose que tu as, c'est ton sang-froid. Les gens me demandent plusieurs fois,
Ouais, ton apnée, ceci, cela, non, c'est pas ma apnée du tout. C'est où t'as le sang-froid ou t'as pas. Et le Si sang-froid, donc c'est garder son calme même quand tu es dans une situation très compliquée, quoi. tu gardes pas le calme, t'en noies en 3 secondes. Ok. N'importe quelle personne, si t'as pas le sang-froid, il y a les vagues, tu restes, même pas 10 secondes sous l'eau. Si Hmm, tu commences à être énervé, même pas 10 secondes. hmm. Si tu as le sang-froid, tu peux rester longtemps. C'est la Donc, tête. Tout est la ouais. tête. Et c'est la différence entre les bons compétiteurs, les champions, c'est la tête. Hmm, Bien sûr, il y a des gens qui ont une technique et un talent monstrueux. Mais tous les gens qui n'ont pas de talent monstrueux, ils bossent. Hein. Et tu vois, hmm, Nadal, c'est un tennisman qui il a bossé beaucoup plus qu'un Federer. Quoi. Tu vois, la technique qu'il avait Federer, la technique qu'il avait Nadal, mhm, ouais, voilà, quoi. Et le mec, il a bossé. À un moment hmm. donné, aussi, il avait quoi? Il avait le sang-froid. Ouais. Hein, quand c'est qu'il a cassé tout le monde, au sang-froid. Hmm, Les gens disent, ouais, je vais le battre, je vais le battre, je vais le battre. Ouh là là, je ne l'ai pas battu. Et il hmm. revient, il revient, il revient. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait l'autre perdre sa tranquillité. Ouais, ouais, À c'est la ça. fin, le sport, c'est beaucoup cette histoire de tranquillité. Hein. Qui est plus tranquille, qui est plus focus, qui est plus dans sa boule et qui a Hmm. cette anticipation et ils savent ce qu'ils vont faire, c'est ceux qui vont plus loin. Ouais, moi, tu sais, la devise de méditation, c'est les athlètes les plus calmes sont les plus performants. Et justement, je fais référence à cette capacité à garder son calme, à ne pas céder à la panique, surtout quand ça devient dur ou, tu sais, la compétition aussi, ben, il y a du bruit, il y a du monde qui te regarde, il y a des médailles, il y a de l'enjeu, parfois il y a la télé. Tout est fait pour que ton cerveau il s'excite, quoi, pour que ton ego se réveille. Et Bah, c'est là qu'il faut. ta préparation, anticipation et la confiance en toi, c'est ce qui fait le changement. Mhm, mhm. Ouais, ouais. Et Et c'est- j'imagine que dans le surf de grosses vagues, il n'y a pas de place pour l'ego non plus. Tu vois, te dire, ah, j'ai envie toujours d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Ouais, Et il y a beaucoup d'ego. Hein. Il y a ah ouais, vraiment il y en beaucoup a beaucoup. d'ego. Il y a vraiment beaucoup Ok. de personnes qui n'ont pas euh, ce, comment je vais dire, j'ai pas la technique, j'ai pas la concentration, mais je vais me mettre en danger parce que j'ai l'ego tellement grand que je vais le faire. Ouais, mais ça, Mais donc, c'est la différence entre avoir du sang-froid et, en gros, les cojones, quoi. Mais, non, c'est pas les couronnes, hein, c'est pas que les mecs, ils ont pas peur. Parce que les mecs, des fois, ils sont fous, hein, ok. ils veulent tellement réussir dans leur vie qu'ils mettent tout en danger. Voilà. J'ai Hmm, vu pas mal de gens qui sont pas de 100 fois plus qui s'entraînent pas assez, d'arriver à Nazareth, prendre quelques vagues pour après dire à tout le monde qu'ils ont pris des vagues. hmm, hmm. Ouais. Mais là, du coup, là, le danger, il est. Enfin, tu mets ta vie en danger, on parle de ça, quoi. Ouais, je dis, voilà, bonne chance. Viens pas avec moi, hein. Ouais. Et dans le surf de grosses vagues aussi, j'ai l'impression, il y a vraiment une dimension sport d'équipe. Tu sais, toi aujourd'hui, tu es aussi pilote de jet ski, donc parce que les surfeurs sont tractés par jet ski et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une dimension sport d'équipe pour préparer une session, même pendant la session. Il y a ceux qui sont dans l'eau, celui qui surfe, celui du jet ski, ceux qui sont à l'extérieur. Tout le monde est en communication les uns avec les autres. Est-ce que tu peux nous dire un peu justement l'importance de l'esprit d'équipe, de la cohésion d'une équipe dans cette discipline-là du surf de grosses vagues? Pardon, j'ai pas compris ta question, pardon. Je disais que le surf, on va dire, c'est considéré comme un sport individuel. T'es tout seul sur ton surf. Ouais, ouais. Mais dans le surf de grosses vagues, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une importance dans le rôle de l'équipe. Parce qu'il y a celui qui pilote le jet ski, il y a le surfeur, il y a celui qui est sur la plage, et tout le monde communique comme ça. Directement, c'est pas un sport individuel. Hmm. C'est impossible de surfer des vagues gigantesques sans le pilote. Ouais. Et ça, c'est un des cas que pour moi, les gens ils médiatisent pas assez. Mais C'est vraiment un binôme surfeur-pilote, déjà. au jour d'aujourd'hui, je travaille beaucoup plus en pilotant le jet ski à Mhm. Nazareth qu'en surfant. C'est Ouais, comme ça que je bosse. Mon ouais. boulot au jour d'aujourd'hui, c'est pilote à Nazareth. C'est Mhm. comme ça que Mhm. je vis. Ouais. Et si les gens voient les surfeurs, ils peuvent rien faire sans moi. C'est- C'est pas une vague qu'on peut prendre en ramant, quoi. Ah ouais, ouais, ils peuvent rien faire sans moi. C'est
Et parce que le pilote aide le surfeur à prendre la vague, mais c'est aussi celui qui va le chercher après. C'est ça qui... Ou s'il y a un problème. On fait presque tout. En fait, tu dois lire l'océan, tu dois choisir la bonne vague, choisir la façon que tu vas mettre le mec sous la vague parce qu'ils peuvent euh, réussir euh, à faire une ligne sur la vague ou cette ligne de la vague va l'aider à finir la vague. Hein. Si tu les mets hyper mal sur la vague, à mi-chemin, la vague l'avale, ça veut dire que j'ai passé moitié-moitié ou peut-être même plus. Parce qu'à la fin, le mec, il fait que surfer quand tu le jettes là-bas. Là, c'est vraiment 50-50. Ok, ouais. Et comment tu travailles? Est-ce que toi, tu travailles avec des surfeurs en particulier? Vous avez vraiment une relation proche avec eux, tu vois? Parce que ça demande beaucoup de confiance et de communication aussi, j'imagine. J'en ai sur mon groupe des anciens avec beaucoup d'expérience, comme l'actuel recordiste du monde, Sébastien Stottler. J'en ai à mi-chemin des gens que ils veulent commencer. Ouais, ok. Et j'ai aussi des gens qui sont pas du tout des surfeurs professionnels que ils commencent à s'entraîner parce que leur rêve c'est de surfer une vague à Nazareth. Ça pour moi c'est le plus fou. Moi j'ai un économiste à Madrid qui s'appelle Nacho, et qui son rêve c'est de surfer des vagues gigantesques à Nazareth. Oh wow. Et il me paye pour faire ça. Tu vois, c'est pas d'aller monter l'Everest, c'est surfer une vague à Nazareth. Et là la dernière fois je dis ok, je vais le faire, mais il faut que tu fasses tout ce que je te dis. La préparation, c'est comme ça. Il n'y a pas d'alcool pendant la saison. Tu vois, il y a plusieurs trucs que je lui ai dit. Je vais le faire. Petit à petit, si j'ai confiance à ton entraînement, je vais le faire. Mais c'est à mi-chemin. Je vois que ton entraînement ne suit pas ce que ton objectif. Tu vois, si l'entraînement ne suit pas ton objectif, je ne vais pas le faire. Ouais, bien sûr. Et moi, je suis vilain. Hein. Moi, je vois comment moi, je m'entraîne beaucoup parce qu'il y a plusieurs surfeurs qui dépendent de moi. Et moi, la saison, voilà, c'est une saison dure. Ça, c'est plusieurs mois. Je dois t'entraîner tout le temps, pas boire et tout ça. Si je te laisse la corde, non? Le towing, c'est une corde derrière le jet ski. Si je te laisse la corde et je vois que ça te fatigue en deux tours à tour, et on ne fait plus. Je suis désolé, mais on fait plus. J'étais pas prêt. Tu as un niveau d'exigence qui est à la hauteur des risques que tu prends et que les autres prennent aussi, quoi. Exactement. Si je t'amène au jet ski, il faut que je regarde derrière. On est à 80 alors que c'est la vitesse qui prend le jet ski. Il était comme ça. Sans foi. Au-dessus, les yeux de tigre. Tu as la vision de tigre. Là, là, ça me donne confiance de te jeter sur une bombe. Si je regarde derrière. T'as la langue d'or, comme un chien qui court derrière, je sais pas. Excuse-moi, mais tu vois, après demain c'est plus petit, je te mets sur des vagues. ouais. Ok. Il y a ça aussi peut-être parce qu'il y a des très très grosses vagues. Donc tu vas aussi, j'imagine, progressivement. Tu augmentes le curseur petit à petit pour aller vers. C'est ça que je fais avec les gens qui sont pas surfeurs professionnels. C'est ça que je fais avec des gens que leur objectif, c'est de surfer des vagues gigantesques, mais ils commencent à peine. Là, la plus jeune que j'ai dans mon équipe, c'est Juliette Lacombe, une jeune Française. Elle a 20 ou 21, je me rappelle plus l'âge de Juliette. Wow, une Elle vingtaine a d'années. toujours le niveau du circuit mondial. C'est quelqu'un qui peut vraiment faire des résultats du circuit mondial, mais veut aussi Nazareth. Et là, on commence à petit à petit. Cet hiver, elle a surfé sa première saison. Première session, pas saison, parce que pardon que je parle d'une autre fille, je vais parler maintenant. Et là, ce prochain hiver, on va surfer plusieurs d'autres sessions. J'ai un peu confondu les histoires parce que j'ai commencé aussi avec une fille qui s'appelle Laura Crane, une anglaise. Elle était pas du tout surfeur professionnelle comme Juliette Lacombe. Et d'un coup, son objectif, c'est vraiment de surfer des vagues gigantesques. Elle a passé tout l'hiver à Nazareth. Mais elle, c'est vraiment, on dirait qu'elle s'est entraînée toute sa vie pour faire ça. La fille, elle a les jambes, ses cuisses, c'est deux de ma cuisse. Je l'ai vu, wow!
La fille, elle est faite pour ça. Hmm. Ouais, Là, là, le physique. quand je vois les trucs comme ça, j'en amené plusieurs personnes derrière le jet ski qui a commencé, qui étaient là, ouais, ceci, cela. Je l'ai regardé, la fille, elle bougeait pas. Hmm, Ok, hmm, Laura, on remonte l'auteur des vagues. On commence à 3 mètres, 5 mètres. Et là, c'était dernier hiver, là, ça fait une vague de peut-être de 15 mètres. C'est le premier hiver. Ok, C'est ok. bravo, tu vois, c'est Hmm, première saison, tu surfes une vague de 15 mètres, attention. hmm. Pour une fille, c'est en plus, tu vois, c'est toujours ce côté physique. Les mecs ont beaucoup plus de physique que les filles. Ça veut dire que tu vas Ouais. un peu plus lentement. Mhm. Elle, c'était pas lentement du tout. Elle était si vite que les mecs, je les regardais, wow! Et c'est Et pas non, ma mais chouchiste, ni rien, hein, ce que je viens de dire. C'est que il y en a des cas spéciaux qui ont vraiment le physique. la préparation, encore une fois, la préparation pour quoi. Voilà. C'est intéressant le parallèle que tu as fait avec l'alpinisme, justement, parce que c'est vrai que l'alpinisme, c'est quelque chose de risqué aussi. On se lance pas dans des sommets, dans des ascensions comme ça. Et peut-être qu'au début, on va commencer par les Pyrénées, pic du Midi d'Osso, après on va faire le Mont Blanc, et après peut-être l'Himalaya, quoi. Exactement. Là, je fais un peu pareil avec le towing. Hmm, hmm, hmm. Est-ce que tu aurais justement eu une anecdote, une histoire sur Nazaré, Bellara, d'autres spots comme ça où vraiment le mental, il a joué là, le sang-froid, il a joué une importance capitale. Ouais, il y a plusieurs anecdotes, hein. J'ai fait ça depuis des années. Il y a Hmm, plusieurs accidents, il y a plusieurs moments où j'avais que le mental. Il n'y avait plus le ouais, souffle, il n'y avait rien, c'était que le mental. En Irlande, je me rappelle de péter ma côte quand j'ai tapé le fond. Hein, j'ai mis sur le tube, j'ai piqué, j'ai fait tout le tour de la lèvre. Et ouais, c'était des gros jours, hein. Je parle des jours de 40 pieds et plus. Et là, il y avait plus de 10 mètres. J'ai ouais. pété la côte, je remontais avec la côte pétée, et il n'y avait personne. Il y avait tout le set qui arrivait. Et là, quand tu fais Hmm, des choses comme ça, c'est que ton mental qui joue. Là, tu es là, ok, je me concentre. Essaie de respirer un peu, parce que tu peux pas non plus, parce que ça te mhm, fait mal. hmm. À Nazaré, j'en ai eu quelques-unes aussi, de sous l'eau. J'ai même remercié le bon Dieu, que je pensais pas que j'allais ressortir. Hein. Ok, J'étais là, ok, ouais, là il là, y a c'est même une. Hmm. là, je pense pas que je sors de là. Et dans ces situations-là, comment tu fais pour garder ton sang-froid? Tu sais exactement ce que tu dois faire en fait? Non, non, là, tu fais rien. Hein. Là, dans une situation de le surf, tu peux rien faire. Rien. D'accord. Et quand je dis rien, c'est rien. C'est que essayer de respirer et attendre. Ok, Tu donc. sors, c'est pas que tu sors de ta zone de confort, tu sors de ta zone de contrôle. Tu Hmm, contrôle en rien. Tu hmm, as un petit peu de contrôle sur ta respiration, parce que c'est la seule chose que tu as. ouais, Ta vision, elle est pas bien. Des fois, tu n'ouvres même pas trop les yeux parce que ça tourne tellement que, après d'autres énormes vagues dans ta tête, c'est pas que tu regardes les étoiles, c'est que ouais, tout est un peu rouge, un peu ouais. flou. Ça veut dire Hmm. que tu ouvres tu ouvres à peine ta vision. Et la seule chose Et que tu as, c'est penser à quelque chose pour sortir de ce que tu es en train de passer. Parce que c'est le souffle, tu peux plus contrôler non plus. Tu mhm, contrôles un peu, mais c'est un peu la chance. Si tu vas t'assommer ou non, c'est un peu la chance. C'est tellement longtemps, tellement puissant, tellement hors contrôle que tu as respiré un peu, mais tu sais pas si c'est assez pour la prochaine, pour la prochaine, pour la prochaine. Et à ouais, Nazareth, c'est capable que tu fais 15 vagues. C'est pas que tu as une vague, c'est 15 vagues. Ah, Jean, combien de hmm, temps tu fais à Nazareth sur une vague? Voilà, une vague, c'est 30 ou 40 secondes. Mais c'est une. Des fois, hmm, tu prends 15. Mais juste que tu arrives au bord. hmm, Et quand tu arrives après, moi je vais expliquer, c'est 2, 3 ou 4 de plus de 20 mètres. Et après ça, tu rentres au milieu là. Quand tu as la chance, des fois, la première de 20 mètres, tu mets déjà le milieu. C'est des vagues gigantesques aussi. Des fois, au milieu, elle te pousse pas assez pour sortir au bord, que c'est des vagues de 3 mètres. Tu vois, tu es au milieu là, dans les vagues de 10 mètres, et que c'est un tourbillon monstrueux. Fait que tu te jettes d'un côté, tu te jettes de l'autre, tu mets au fond, tu ressors au même endroit. Tu vois, waouh, voilà. waouh, waouh. Ça me fait des frissons ce que tu décris là.
Et j'imagine à quel point enfin, moi, ça me paraît énorme d'arriver à garder son calme et surtout, comme tu l'as dit, lâcher prise. Parce que là, t'as plus le contrôle. C'est j'attends, je lâche prise Ah, et c'est total lâche-prise. Là, c'est. ouais. Et tu l'as mentionné, ben c'est vrai que dans ces moments-là, peut-être que tu te rattaches à quelque chose de mystique, de spirituel ou de religieux, quoi. Ouais, au Brésil, on est très chrétien, non? Je crois beaucoup en Dieu, en Jésus et tout ça. Hmm, Je pense que j'ai une relation vraiment de parler, et ça m'aide mhm, beaucoup. hmm. Après, j'ai plusieurs d'autres qui sont complètement fous, hein. Quand tu vois des interviews de Ross Clark Jones, il dit quand t'es là, il pense qu'il est dans la disco, quoi. Ouais, j'étais là, wow, le mec il est fou. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, Euh, ouais, ouais. Mais ouais, parce que vraiment, dans ces cas-là, tu t'abandonnes à quelque chose qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant que toi, qui est l'océan, les vagues. C'est clair que c'est ouais. incontrôlable, quoi. Hmm. C'est pour ça qu'il faut pas relâcher sur le côté physique. Le côté Ouais. physique, c'est tout ce que tu peux vraiment euh, avoir dans des moments comme ça. Ok, je suis vraiment hors contrôle, mais je sais que je me suis entraîné. Hmm, hmm, De mon côté, non? Il y a des gens que ils ont pas trop ce truc sur la tête, ils ont tellement de calme qu'ils vont, hein. hmm. Wow. C'est vraiment impressionnant et j'imagine à quel point tu développes des qualités en termes de gestion du stress, des émotions, de garder son calme, de sang-froid. Et donc, ben, à quel point ça peut t'aider aussi parce que après, ben, j'imagine qu'une compétition de jiu-jitsu brésilien, ça te paraît plus être grand-chose après ça. Ça dépend, les compétitions ont toujours ce côté de l'anticipation pour un moment précis. Je n'ai pas fait beaucoup de compétitions, j'ai fait quelques trucs Hmm. à l'académie. C'était Hmm. pas du tout un sport que je faisais pour faire des compétitions. J'ai Ok. toujours fait le jiu-jitsu parce que j'aimais. Ouais. Le jiu-jitsu brésilien m'a beaucoup aidé dans des moments où j'avais des problèmes de divorce, où j'arrivais pas à surfer, parce Mhm. que c'est des combats où euh, tu es présent, une Ouais. activité où tu es présent. Tu peux pas penser à autre chose, quoi. Tu es dans le combat, tu vas pas dire, ah ouais, demain il faut que je fasse les impôts. Mhm. Mhm. Tu vas pas faire les impôts demain, le mec t'es anglais, tu vois, Hmm. et quand j'avais un problème de divorce avec mon premier mariage, j'avais des ennuis, mais Hmm. des énormes ennuis. Et le jiu-jitsu, c'était la chose que je pouvais le faire. C'est la seule chose où euh, j'étais là. Hmm. Et lui qui n'était pas en train de penser à des conneries, voilà, je vois pas mes enfants, voilà, je vais Hmm. tuer mon ex, tu vois, des trucs comme ça que ça passe dans ta tête. Hmm. Et Hmm. là, j'étais là, j'étais présent, j'étais bien. Pour Je ta pense, santé mentale, ça a vraiment eu un rôle important. il n'y a pas mieux, hein. Il n'y a pas Ouais. mieux. Il y a pas vraiment mieux que le jiu-jitsu parce que il y a d'autres combats, c'est des combats aussi, mais ils te tapent beaucoup et il y a ce côté de, voilà, le mec m'a beaucoup tapé, je suis plus agressif que l'autre. J'étais plus agressif au jiu-jitsu, c'est pas mon moment d'avoir l'agressivité, le mec te tue. Hmm. Ah, Ouais. il était agressif, pip, pop, pou, il t'a maîtrisé en 3 secondes, il a pris toute ton agressivité avec l'erreur de mouvement que tu as fait avec ton agressivité. Tu vois, tu peux pas être agressif au mauvais moment. Tu peux être agressif, Hmm. oui, et il y a des moments précis. Ouais, ouais, ouais. Des fois, dans la boxe, je sais pas quoi, le mec, se bagarrer, ça te prend un coup, c'est un peu plus agressif, et tu donnes tellement de coups qu'avec l'agressivité de tellement taper, le mec, il n'arrive pas à défendre, tu commences à taper, 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 tu arrives à réussir. Bien sûr que Hmm. le mec du hit peut te faire un contre-attaque, mais je dis que Hmm. ça peut marcher. Ça va pas marcher au jiu-jitsu. Ça, c'est sûr. Le Ouais. mec va faire, ouais, mais c'était dans une position. Tu vas faire un mauvais coup, c'est pire pour lui. Hein, tout le monde fait le Ouais. jiu-jitsu, on sait quoi. Ouais, le mec Hmm. était hyper agressif, il l'ai laissé passer comme une vache et je lui ai chopé le dos. Ouais, ouais, bien sûr, c'est clair. Et toi donc tu t'es remis à fond dans le jiu-jitsu après ta carrière dans le circuit pro, c'est ça? Circuit pro de petite vague, ouais. Ouais.
Et là, t'as pu. Et aujourd'hui, donc, tu continues à t'entraîner là très régulièrement, à pratiquer. C'est compatible avec Jusqu'- ton métier dans les grosses ju- vagues? Juste au mois d'août l'année dernière, j'ai m'entraîné tout le temps. Là, Ouais, depuis le mois d'août, je m'entraîne pas parce que je suis sous 4-5 contrats là, pour l'hiver de Nazareth et je peux d'accord. pas me faire mal. Ouais, Là, je ouais. viens, je regarde les entraînements, j'aime le jiu-jitsu. Là, je suis venu pour une graduation de l'équipe de, Icon. d'Anderson, Icon Hmm, Suisse. ok. J'aime le monde, j'aime être Ouais. là, Hmm, j'aime apprendre des positions. Ouais, c'est des positions, ouais, si tu fais ça, qu'est-ce que tu vas faire le contre-attaque? Mais je suis hmm, pas en train de faire des combats parce que, comme j'avais dit avant, ce qui me fait payer ma vie, c'est le travail à Nazareth. Et ouais. ça, en fait, ceinture noire aussi, hein. Là, Ouais. c'est ça qui me paye le travail. Je vais pas faire la ceinture blanche, je vais faire me faire mal ailleurs et pas payer mes frais. Hmm, je comprends Mais complètement. bon, j'ai déjà la pensée de faire d'autres, d'autres choses que aller piloter les gens à Nazareth. Il y a 2, 3 ans, j'avais une super business en Galice où j'habite. Tu vois. J'avais déjà une bonne structure, j'avais mon école de surf, mon resto, mon petit Mhm, hôtel. Et j'ai mhm, tout perdu en Covid. hmm. Et ça veut dire que je dois bosser sur ça parce que j'ai pas d'alternative. Mais c'est pas vraiment Ouais. ce que je veux faire. J'ai 46 ans, j'ai 3 enfants. Je me prépare à vraiment ne pas être dans ce danger maxi. Là, c'est danger Ouais. maxi. Hmm, Euh, je- tu fais quoi de ta vie? Je bosse dans un danger maxi. Et à mon avis, c'est mhm. comme la Légion étrangère maintenant en Ukraine. Tu Ouais, fais c'est le quoi? T'es front, quoi. Légion étrangère en Ukraine. Vas-y, bonne chance. Tu peux te Hmm, tuer ou non. Et moi, c'est pareil. Tu fais ouais, quoi? Je suis ouais. pilote à Nazareth. Ça peut Hmm, arriver quelque chose comme ça peut pas. hmm. Et je veux pas ça par rapport à mes enfants. Si j'étais Ouais. célibataire, je pense qu'il y avait. Voilà, si je mens, je mens pas. Voilà, mais j'ai des enfants. J'aimerais bien éduquer mes enfants. J'aimerais bien arriver à l'âge adulte de mes enfants et leur donner les conseils que j'ai vécu dans ma vie. Hein. Voilà, tu peux passer par là, tu peux passer par là. Ton Hmm, papa, il y a eu quelques embrouilles qu'il est passé par là. Si tu veux choisir ce chemin-là, attention, parce que moi, ça n'a pas marché. mhm. C'est ouais, c'est fort, c'est touchant ce que tu partages, Eric. Toi, tu pourrais pas justement, ou peut-être que tu le fais déjà, en fait, faire bénéficier toutes les nouvelles générations de l'expérience que tu as, que ça soit surf de petites vagues, circuit pro, surf de grosses vagues, en termes justement de mindset, de mental, de préparation, toutes les erreurs que tu as fait, tout ce que tu as découvert. Comment en faire profiter les nouvelles générations, tu vois, de ta philosophie aussi, de tout ça. Ouais, mais là, je bosse sur ça. Hein. Je bosse sur Ouais. ça. Hein. Là, comme j'avais dit, mes élèves, là, c'est vraiment des élèves. Là. J'ai un client, c'est le top de la liste au jour d'aujourd'hui, que c'est un Américain qui s'appelle Mason Barnes. Et Mason, il a toute l'expérience, mais même avec toute son expérience, il me demande des conseils. Je pense Hmm. quoi de mes plans, je pense comment je pouvais m'entraîner, je pense, voilà, je suis pas que le pilote de Nazareth. C'est vraiment le Ouais. Ok. mentor des gens qui vont à Nazareth. Ouais, c'est ça. Juliette, elle va venir en mois d'août pour s'entraîner avant la saison pour voir comment je vais lui dire qu'il faut qu'elle s'entraîne pour ça. Parce qu'elle sait que j'étais au haut niveau de là. Hmm. Là, c'est tout un chemin. Ouais, Si c'est un un rôle de chemin, mentor, vraiment. si c'est un chemin qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être je vais pas être dans vraiment le champ des guerres. Peut-être je vais être que dehors. Voilà, l'entraînement c'est comme ça. Le pilote, il faut que tu t'améliores là. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de monde disent que je suis le meilleur pilote à Nazareth. Hmm. Pas parce que je fais pas des erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs, mais que j'arrive à faire une lecture des vagues quand c'est monstrueux et vraiment mettre les gens dans une énorme vague dans une très bonne position. Ouais, mais ouais, ça joue beaucoup. Et comment tu vas passer ça à une autre personne, c'est très dur. Hein? Ouais. Boucher chat, il n'y a qu'un. Tu vois, Kelly Slater, il n'y a qu'un. Si Ouais. moi je suis le meilleur à Nazareth, peut-être un jour demain, il va y avoir un autre pour piloter. Mais que Hmm. j'ai cette lecture de toutes les vagues avec la j'ai. Ouais, parce que tout ça, tu l'as développé par l'expérience, donc c'est dur aussi de le transmettre que par les mots, quoi. Hmm, ouais. Hmm. Le mouvement d'eau, il est tellement grand
à Nazareth Hmm. que je regarde non seulement les vagues, je regarde aussi comment il fait le mouvement d'eau par rapport à l'endroit où on est. Mais il y a Ouais. tellement de mouvements d'eau que je regarde partout. J'ai ma femme qui vient de rentrer dans le salon là, et Hmm. quand je vais surfer avec elle des petites vagues, des fois elle me dit, mais qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi tu as regardé derrière? Et même quand c'est petit, ce que je regarde, c'est l'œil pour regarder les mini mouvements d'eau. Et comment tu vas Ouais. apprendre à quelqu'un à regarder des mini mouvements d'eau? Hmm. C'est où le mec il le voit ou il le voit pas. Hmm. Ah non, j'ai Hmm. pas été sur cette vague parce que j'ai anticipé un mini clapot qui est venu plus loin, il m'a regardé les gens. Ok, j'ai fait confiance en toi. Ouais. Des fois, j'avais des mecs qui me gueulaient. Ouais, pourquoi tu n'as pas été? Nanana. Aujourd'hui, ils font plus ça. Ah, je veux Hmm. pas, j'aime pas. Ok, ok, maître. Il y a plusieurs qui m'appellent maître. Ok, Hmm. maître. Hmm. Là, ok, capitaine. C'est toi. Hmm. T'as vu que c'était pas la bonne, que t'as pas aimé, non, il sautait. C'est le mec qui est là depuis, qui a commencé Nazareth, qu'il a vu quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il a vu quelque chose que je ne peux pas sauver. Et après, comment tu passes tout ça à quelqu'un d'autre, j'espère que je vais réussir. Il y a Ouais. plusieurs qui Ouais. sont là, plusieurs qui vont apprendre. Et Hmm. surtout que moi, je ne vais pas être là pendant encore 10 ans. 10 ans. Je Ouais. suis là depuis 2012. 2012, première année. C'est vrai, c'est des années à Légion étrangère en Ukraine. Hein. Ouais. C'est Des années de front, quoi. des années de fond. Waouh. Hein, tu vois, Ouais. là, je rigole, mais bon, c'est une question aussi que je kiffe pas trop. Ouais. Je me mets par rapport à la guerre parce que j'ai un pote de la Légion étrangère qui est Hmm. mort à la guerre. Et il Hmm. était tout en train de parler avec moi, il est mort. Et moi, j'ai mis ça Hmm. parce que je sais le danger que c'est. Je pense pas que Nazareth soit ce danger parce que, quand même, les vagues, elles peuvent te tuer, mais si tu anticipes tout, à mon avis, c'est pas le même danger. Là, c'est des Oui, bah, bien dangers, sûr. mais bon, Ouais, bien pour que sûr. les gens ils comprennent qu'il y a un danger de mort aussi. Oui, bien sûr. Avec Ouais, tout ouais. le Il y a un respect, risque. tu Hmm. vois, j'ai des amis qui sont morts là-bas, Hmm. j'ai, ça me rend triste, tu vois. C'est Hmm. pas un thème que je parle en rigolant, hein, mais il me rend, c'est vraiment pas du tout comme ça. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est à prendre vraiment au sérieux, comme tu dis, hein. Mhm. C'est des disciplines, des sports dans lesquels bah, ta vie est en jeu d'une façon ou d'une autre, tu vois. En JJB, quand tu te fais étrangler, tu peux taper, hop, il arrête. Donc, Tu sais que c'est... mon maître, il disait tout le temps ça. Il me disait, je sais pas comment tu le fais, hein, mais quand t'es sous l'eau, tu peux pas taper, hein. c'est ça. Ouais. Tu sais que je lui réponds? Des fois, j'essaie, mais ça marche pas. Il veut pas lâcher. Bon, c'est Euh, bon, c'est bon. Allez. Vraiment, ça marche pas. ouais. Tu as été toi aussi en Polynésie, il me semble qu'il y a des spots de très grosses vagues aussi, Mavericks, Maverick, c'est en ça? Californie. J'étais aussi, Ah, j'étais à pardon. Chopo. C'est Tiopo, voilà. Chopo Ouais. à Tahiti. C'est vraiment un des sports le plus dangereux au monde. J'ai Ok, pas été fait de touring là-bas quand c'est gigantesque. Déjà, la logistique d'accord. pour aller là-bas, elle est très chère. Ouais, Je bien n'avais pas sûr. de logistique. Je ne pense plus que je vais revenir parce que c'est une vague très dangereuse. C'est comme si, ok, je fais pas de JJB. Je suis ceinture noire parce que j'ai peur de me faire mal au genou. Et je vais à Chopo parce que je peux me faire Hmm, éclater. Non, je vais pas. J'ai le ok. boulot, je suis sous contrat. Ouais. J'aimerais bien faire bien mon boulot à Nazareth et Ouais. garder toutes mes anges pour le danger de Nazareth. Mhm. Ouais. Tu vois, laisse mes Ben ouais, on peut anges pas pour être ceux. partout à la fois, hein, c'est sûr. On C'est sûr. pose si c'est vraiment ce que tu fais comme boulot. Si les gens demain me disent, OK, Eric, tu gagnes combien à Nazareth? Ça, c'est Hmm, ton budget. Je te donne le même budget. Je veux que tu reviennes à être surfeur professionnel et que tu ailles partout. Ah, mais je le fais, hein. ouais. Mais là, je Ouais. suis surfeur professionnel. Je suis Mhm, payé pour faire surfeur professionnel. Je suis pas payé pour être surfeur professionnel. Je suis payé pour piloter à Nazareth. Ça veut dire hmm. que si j'ai une erreur de surfeur professionnel, j'ai une erreur pour aller jouer le foot. Je joue pas le foot, hein. Ouais, le foot, c'est plus dangereux que le jiu-jitsu ou le grosse vague. Tu vas aller jouer le foot avec n'importe quel ami sur la plage, c'est bon, tu es cassé. Et les gens me demandent, ouais, le foot, oublie. Ouais, le skate, oublie. Ouais, oublie, Hmm. oublie, tu peux pas. Ben, ton corps, c'est ton outil de travail, toi, aujourd'hui, donc tu peux pas faire n'importe quoi avec. Il Tu y a, dois en il prendre y a, soin, quoi. il y a pas de rigolade. C'est Ouais. vraiment, j'ai 3 enfants, il n'y a pas de rigolade, et voilà. Hmm, hmm. Quel conseil t'aimerais donner aux plus jeunes alors
concernant justement ta philosophie de vie, ton parcours, ton expérience dans le sport de haut niveau, dans vraiment la performance là, de haut niveau, quoi. C'est pas mon conseil, c'est le meilleur conseil Mhm. pour écouter tous les parents au monde. Mhm. Mais mon conseil, c'est suis ce que tu aimes faire, ta passion, jusqu'au bout. Parce que des fois, imagine, je vais être chanteur de piano. Ah, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Bien sûr, il faut être un peu doué quand même. Ne dis pas que tu es chanteur de piano, tu fais clac, clic, clac, clou, oh, deux. Et tu sais même pas jouer, quoi. Je me dis, tu es un peu doué, tu kiffes le sport, tu fais des résultats et tu n'arrives pas. Continue, continue. Parce que le sport, ce que j'ai appris à 46 ans, c'est pas que les résultats de compétition. Peut-être que tu n'étais pas champion du monde de compétition, mais tu as tellement fait des combats et plusieurs matchs, tu as tellement appris qu'après tu fais ton champion du monde comme coach. Mhm. Oh, tu t'es fait mal, tu n'as pas réussi directement la compétition, mais le sport il est tellement grand que tu as fait le réseau social de mecs qui ne sait pas faire, qui est un champion, qui t'a fait un super boulot et tu es dans le sport. Là, le Ouais. sport, c'est pas que le combat direct, le surf direct. Mhm. Le sport, c'est sors pas du sport si t'aimes, parce que il y a plusieurs d'autres trucs. Et dans la vie, c'est pareil. Là, c'est si tu veux être docteur en quelque chose, c'est tellement des années qu'il faut que tu mettes sur ça, qu'il faut pas que tu ramollises. Et aujourd'hui, je suis fatigué. Là, aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Attends, tu fais pas le feignant, tu suis et tu suis ta passion. Il faut suivre la passion. Mhm. Donc vraiment, ouais, poursuivre sa passion, faire preuve de résilience, de persévérance quand ça devient dur, quand tu es confronté à l'échec. Ouais, la résilience, c'est un mot que j'aime pas beaucoup. Parce que si tu Ok. dis que c'est la résilience, là, ça t'arrive quelque chose, tu as réussi à revenir. Ouais. Tiens, mais t'as réussi à revenir, ça fait partie de la vie. Si t'es pas revenu, c'est pas la résilience, c'est ce petit mot hyper joli. C'est Ok, parce que c'est normal pour toi. c'est parce que t'es un blaireau, quoi. Maintenant, le mot, Ouais, si t'es je pas vois. revenu, c'est que t'es pas fait pour ça. Ok, Ah, je ok. me suis fait mal, je viens plus. Je reviens, j'ai de la résilience. Ah non, tu Hmm. reviens pas parce que tu as de la résilience. Tu reviens parce que tu as la passion. Parce que tu veux ça. Oh. Tu vois? Ouais, je L'autre vois, mot, je c'est, vois. non, non, c'est un mot joli qu'ils ont trouvé, mais que pour moi, ça ne sert à rien, ce mot. Oui, de toute façon, C'est un chemin ou l'autre. ouais. Et puis de toute façon, tu vas être confronté à l'échec. Ah oui. Si tu suis ta passion, si tu veux faire des grandes choses, de toute façon, tu vas te ramasser à des moments. Donc, Mais oui, mon premier sponsor de planche, il a dit mon père. Je lui ai dit que, il arrête le surf et qu'il va à l'université. Mon deuxième sponsor de planche, il a dit non, 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 non. Je lui fais toutes les planches et je les amène partout parce que je crois en lui. hmm, Tu m'as dit que j'avais arrêté sur mon premier sponsor de planche? hmm. Alors ça veut dire que j'avais de la résilience? Non, ça veut dire que j'avais de la passion et je voulais faire quelque chose dans le surf. Au jour Ouais. d'aujourd'hui, à 46 ans, pour la première fois dans la vie, je suis un des meilleurs au monde. Je suis pas le meilleur au monde en train de surfer la vague Nazaré, je suis pas le meilleur au monde en train de plusieurs trucs, je suis le meilleur au monde en train de piloter à Nazaré. Et je suis un Mhm, des meilleurs au monde. Et qui va dire non? Ici, c'est dans le sport encore. J'ai mhm, 46 ans. mhm. Alors, les mecs de 20 ans, ils vont arrêter. Ah non, il est revenu plusieurs fois, il a la résilience. Non, non, c'est que tu veux. Hmm. Toi, c'est vraiment ta passion, en fait, l'amour que tu as pour tout ça qui fait que tu es là et que t'as réussi, que tu as atteint ce niveau, quoi. C'est toujours ce que tu m'as donné un chemin pour poursuivre. Là, c'était le surf. Au jour d'aujourd'hui, je sais que n'importe où je vais, je peux ouvrir mon école ou je peux être coach de quelqu'un parce que je n'ai jamais arrêté. Il y a Hmm, plusieurs qui juste après la carrière, ça arrête complètement. J'étais surfeur professionnel et maintenant ils font, je sais pas, du bricolage dans des maisons et ils ont aucun touch dans le surf. Ça veut dire hmm, que s'ils veulent revenir dans le surf, personne ne va le croire. Ça fait 20 ans que tu fais plus de surf, tu n'es plus lié au truc. C'est pas hmm, moi, hein. Moi, je n'ai jamais arrêté de surf. J'ai fini la hmm. compétition de petites vagues, j'étais dans les compétitions de grosses vagues, j'étais à Nazaré dans les grosses vagues, je suis toujours dans l'impact. J'ai jamais arrêté.
Hmm. Et après, peut-être, je vais être, comme tu avais dit, des mentors qui est sous le lighthouse. Attends. Allons voir la vie d'Eric, parce qu'il a vu des trucs qu'on n'a pas vus. Il fait que la radio là-bas en haut. Il a 70 ans, il est sous la radio. Allez les gars, c'est là, non, attends, on va à l'autre. Et je me vois comme ça. Hein. Mhm. Mhm. T'as arrêté Nazareth? Non. Ah, t'es toujours dans le parc? Non, c'est étranger. Oh. Qu'est-ce que tu fais alors? Hmm. Ah non, moi je suis le mec de la radio. Ouais. C'est toujours quelqu'un de très important. Moi j'ai plus de mecs de la radio que des fois le mec va à droite, va à gauche, va sur celle-là. Non, pardon, je suis désolé, elle était pas bonne. Wow, je suis le meilleur dans l'eau. Hein. T'as pas besoin de me fracasser l'oreille. Hein. Tu me dis, Eric, je vois 3 vagues ici, je vois 4 vagues là-bas, je vois que ça se passe quelque chose ici. C'est cool? Ok, c'est cool. Hmm. Top. Je voulais te poser la question de justement comment tu te projettes, quelle est la suite pour toi. Donc, tu Là, viens de. je vais jamais arrêter le surf. Après, j'ai 3 enfants, je sais pas Hmm. où ils vont m'amener mes enfants parce que je suis avec mes enfants, ma vie, c'est par rapport à ce qu'ils vont faire. Pas par rapport à ce que je vais Ouais. faire, c'est par rapport à ce qu'ils vont faire. C'est eux maintenant la priorité, quoi. Ouais, j'ai bougé pour habiter à côté d'eux. Là, c'est mon deuxième mariage. Ma femme va un peu où je veux Hmm. par rapport aux enfants. Mais moi, j'ai toujours dit, je vais où il y a les enfants. C'est pas les enfants, je vais Ouais. pas. Hmm. Et, euh, et comment tu vois l'évolution du surf de grosses vagues là dans les prochaines années? Je vois des petits jeunes hyper préparés, Hmm. costauds, Hmm. 100 fois, en train d'essayer des trucs, mais qu'on n'a jamais pensé qu'on était capable de faire. Tu vois, peut-être un peu comme fait Lucas Chumbo, mais en plus. Né? Avant, on prenait la vague, on faisait une belle ligne pour réussir à faire la vague. Lucas, maintenant, il essaie de faire des airs avant de rentrer sur la vague. Peut-être dans l'avenir, le mec, c'est pas qu'il va essayer de faire un air, peut-être il va faire beaucoup plus sur la vague qu'on a fait avant. Et Hmm. surtout, je sais qu'il va y avoir beaucoup plus de technologie. Maintenant, on utilise le jet ski. Peut-être dans l'avenir, je sais pas, il va y avoir un câble avec un drone qui lui-même dit non, 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 drone, va à Ah, l'intérieur, en AI, tu vois. Moi, je veux ok, pas ouais, là. Va ouais, plus à ouais. l'intérieur, va plus à l'intérieur, lâche-moi là. On sait Hmm. pas, peut-être ça va arriver, peut-être le mec va venir en drone, il va le jeter de sur un creux, il va pouf, descendre la pente. Et je pense que Ouais, ça va être la technologie mélangée aux surfeurs et on ouais, fait des trucs de folie. ouais. D'un côté, les surfeurs qui se préparent de mieux en mieux, qui sont de plus en plus préparés, physique, technique, et de l'autre côté, la technologie qui va pouvoir aider aussi, peut-être à lire l'océan, à Mm. tirer les surfeurs, enfin. Ok, Ouais, peut-être intéressant, ouais. même des, des parties dans ton corps que c'est moins résistant, on va avoir des trucs en métal, non? Ce que je vois, Hmm. c'est des fois les muscles de mes jambes, quand je vais très vite, elles se fatiguent. Ouais. Peut-être comme c'est un sport que t'as pas besoin de beaucoup bouger, peut-être tu vas voir, tu vois, un petit truc en métal que, à un moment donné, quand ça va trop vite, il te, les amortisseurs que t'aident à ralentir un peu l'impact. On sait jamais. La technologie, Ok, ouais, ouais. j'ai Ouais, 46 ouais. ans. Quand j'étais petit, il n'y avait même pas de téléphone qu'on en a au jour d'aujourd'hui. On Mhm. sait jamais. Moi, je pense qu'on va avoir une technologie qui va rentrer là et peut-être dur à voir. Top. Euh, super. Écoute, Eric, j'arrive au bout des questions que j'avais préparées. Vraiment, merci de nous avoir partagé ton parcours, ta vision, ta philosophie, ton expérience. Est-ce que tu aurais un dernier mot d'encouragement, de motivation pour ceux qui sont là encore et qui nous écoutent là, avant de se quitter? Non, la chose, que voilà, quoi. J'ai ce côté professionnel que je travaille avec le jet ski. Tous Mhm. les gens qui veulent essayer le jet ski, j'ai même des petits cours que c'est pas pour des grosses vagues. Ouais. Ce que je dis à beaucoup de gens qui travaillent, qui n'ont pas le pouvoir de surfer tout le temps, euh, et quand ils vont surfer, ils sont pas en forme et qu'ils n'arrivent pas à chauffer beaucoup de vagues, c'est que mettez un jet ski dans ta vie, tu vois, venez faire un cours, peu importe, laisse le jet ski prêt pour, voilà, quand j'ai que 3 heures le week-end pour aller surfer, je prends mon jet ski, je vais surfer tout seul avec mon bro quelque part et je vais m'éclater. Le jet ski, Mhm. c'est quelque chose qui a changé ma vie comme surfeur, mais qui peut changer la vie de plusieurs surfeurs parce que c'est beaucoup plus facile. Je sais qu'il y a tout Mhm. un côté des gens qui disent ouais, les gens jet ski n'aiment pas.
Ouais. Et tu as bossé de lundi à vendredi. Tu as fait ton entraînement physique. Tu peux surfer, mais ta lecture des vagues, elle n'est pas la même. Mais tu n'es pas dans l'eau. Tu peux faire ce que tu veux sur terre, au sec, mais dans l'eau, c'est pas la même chose. Ça veut dire que si vous voulez, venez faire un cours, venez voir tout ce que c'est en train de dire que c'est tellement bon le jet ski pour surfer. C'est le paradis. J'ai dit aux gens, c'est comme si tu vas faire un surf trip. Là, tu prends le jet ski avec ton bro. Tu vas quelque part, imagine, tu es dans les landes, tu vas quelque part, même pas où sont les mecs qui sont professionnels, parce que des fois, les mecs, ils essaient un jet ski, ils sont pas professionnels. Et voilà. Ils sont en train de... Bon, la bande, vraiment désolé, on a été coupé à la toute fin avec Eric à cause d'un problème technique. Heureusement, à la fin, on a pu avoir un super échange. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Allez suivre Eric sur Instagram, Eric Rébière, je vous mettrai les liens. Merci beaucoup de votre soutien, de votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager l'épisode et le podcast au maximum. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode du podcast Méditation. Os